joue le rôle de représentation. Généralement, cette troisième mission est laissée pour compte, alors que c'est l'essence même du Parlement. Chaque année, le Parlement ou les parlements donnent les moyens à l'exécutif d'exécuter les politiques publiques. Les populations à la base ont besoin d'écoles, ont besoin de centres de santé, ont besoin de pistes rurales. Ce n'est pas le député qui fait ça. Ce sont des actions qui relèvent des prérogatives de l'exécutif. Alors, lorsque le député autorise le gouvernement à dépenser de l'argent public, ce que nous appelons le budget national, ce budget est utilisé pour le service des populations. Alors, c'est ce qui est normal. Alors, mais le citoyen lambda, qui est de Karimaman, qui est de Dekamé ou qui est d'Ayou, ne pense pas que le Parlement lui est utile à partir du moment où il n'y a pas l'espèce trébuchante en main. À partir du moment où un vent a emporté sa toiture et qu'il n'y a pas d'action de rescousse du député. C'est là qu'il se sent important. Et les députés aussi, ce sont des occasions pour eux de rentrer en campagne précoce. Et généralement, ces actions de secours sont accompagnées par les télévisions, etc. On va parfois donner 200 000 francs, mais on fait 500 000, 800 000 de communication. C'est vrai, c'est du marketing politique, mais parfois disproportionné. Ces populations ne changeront pas quand le langage politique ne changera pas. Il est difficile de faire croire à un électeur que vous allez lui demander un mandat sans qu'en retour, il ne puisse avoir 7 000 francs ou 5 000 francs. Il y a ce que nous appelons à la veille des élections le porte-à-porte, qui est la clé de vote du succès aux élections. La nuit, la campagne est interdite la veille de l'élection. Tout le monde sait ce qui se passe les nuits. C'est le porte-à-porte, c'est un système organisé. Et même au petit matin du vote, il y a des systèmes organisés où vous allez, parfois, vous allez voter, vous filmez le vote, vous venez, vous montrez au répondant du candidat et vous êtes payé sur cette base-là. L'essentiel, c'est que le cachet soit mis. C'est pourquoi, à l'Assemblée nationale, ils ont interdit que les populations aillent dans les urnes avec les téléphones portables. Comment dépolitiser l'administration parlementaire? C'est peut-être difficile. Je repose la question autrement. Comment dépolitiser l'administration d'une institution politique? C'est la grosse question. Généralement, pour ce que je sais, pour ce que je vois, la question du départ, c'est comment dépolitiser l'administration parlementaire. Et j'ai suggéré qu'on reformule autrement la question. Comment dépolitiser l'administration d'une institution politique? Parce que l'essence, c'est la politique, c'est la matière première. Et le politique, en agissant, n'agit pas toujours selon les règles établies. Il y a l'intérêt immédiat, le positionnement. C'est comme ceux qui disent les parlementaires sont corrompus, etc., etc. Ce n'est pas toujours évident que lorsque ceux-là se retrouveront aux places des parlementaires, ils auront des comportements vertueux. Il y a une notion principale qui est déterminante à l'Assemblée nationale, c'est la recherche de majorité. La recherche de majorité. Aucun pouvoir, qu'il soit occidental ou africain, ne ferme les yeux sur une majorité. Lorsque vous n'avez pas une majorité, vous n'êtes pas fort pour mener les actions, les politiques publiques. Et lorsque vous avez une opposition forte en face de vous, une opposition parlementaire, ou autrement, parce qu'il n'y a pas d'opposition et de mouvement à l'Assemblée, de majorité. Vous avez une majorité parlementaire qui est de l'opposition, eh bien vous avez tous les problèmes du monde pour mettre en œuvre votre politique. Parce qu'eux, ils sont dans une position d'alternance, ils travaillent pour avoir l'alternance. Même les actions que vous menez qui ont quelques facettes positives sont totalement peintes en noir, parce que les élections approchent.
C'est de la politique, parce qu'un parti est fait pour conquérir le pouvoir. Et donc, ce n'est pas simple de dépolitiser l'administration. Le président de l'Assemblée est, comme je le dis, une institution dans l'institution parlementaire. Et c'est lui qui détermine les besoins. Le président de l'Assemblée peut décider de recruter 3 à 4 personnes aujourd'hui et maintenant, et rien ne se passera, parce qu'il en a le pouvoir. Mais s'il recrute, il recrute selon quel profil et selon quel besoin. Il y a un constat que j'ai fait à la fin de la 3e législature. À la fin de la 3e législature, l'Assemblée a recruté suffisamment de conducteurs de véhicules. Et il se fait qu'au début de la 4e législature, il n'y avait pas de véhicules sur le parc, mais il y avait trop de conducteurs administratifs. Alors, le président Idji a décidé à un moment donné de les reconvertir. Et c'est heureux de trouver quelques-uns aujourd'hui qui ont été reconvertis, mais qui sont très performants dans leur secteur. Il y en a qui sont devenus des huissiers parlementaires. Il y en a qui sont dans le secteur, qui sont très bien. Mais au départ, il y en a même qui ont été à l'école, qui ont évolué, qui ont eu des diplômes et qui ont connu des reclassements. Donc, il y a de l'évolution. Mais parfois, quand on vient d'abord, il y a cette proximité. Le politique a besoin de positionner des gens qui puissent lui garantir son positionnement sur le terrain. Donc, s'il y a 2 à 3 personnes proches de moi qui se battent pour moi et qui ont la licence et qui a possibilité d'en insérer 1 ou 2 à l'Assemblée nationale, je n'hésiterai pas. Et ça se passe de façon régulière. Parfois, ça empiète sur le profil. Il y en a qui se repositionnent, qui font de la perfection après, mais c'est parfois très difficile. Donc, on ne peut pas, on peut faire l'effort de céder aux techniques ce qui est technique, mais aux politiques ce qui est politique. On ne peut pas dire à un président de l'Assemblée nationale de prendre un technicien puis comme directeur de cabinet. Ce n'est pas possible. Généralement, depuis 1991, les directeurs de cabinet qui se sont succédés sont des proches. En 1991, Maître Adrien Oumadji a nommé Kamara Fassassi comme directeur de cabinet. C'est de la proximité. En 1995, Bruno Amoussou, le professeur Pierre Métenroué, c'est de la proximité. En 1999, quand Maître Adrien Oumadji est revenu, Moïse Bossou, c'est de la proximité. Monsieur Agbokongbe, avec Idji, c'est de la proximité. Et Dadéon, pendant 8 ans, avec le président Lagos, c'est de la proximité. Et la plus grosse proximité, c'est celle entre le directeur du cabinet actuel, M. Mathieu Awansou, qui était député à la 3e législature, et le président de l'Assemblée nationale. C'est un long chemin ensemble, c'est de la confiance. Donc on ne met pas n'importe qui à ce poste-là. Donc le profil, oui, mais à un moment donné, il faut associer profil et proximité politique. L'essentiel, c'est que le résultat soit ce qu'on en entend, puisse être là, au bout du fil. Quel est l'intérêt du Parlement pour le peuple à la base? Je l'ai dit, mais le peuple pense que son intérêt est immédiat. Et lorsqu'il n'a pas l'argent du député ou du candidat, eh bien qu'il n'en gagne rien. Ce que je dis, c'est encore plus facile au Bénin. Au Togo, ce n'est pas bon. Au Togo, c'est carrément des cas tranchés. Il y en a qui ils sont nés opposants, ils vont mourir opposants. Quel que soit ce qu'on leur donne. Et il y a des régions spécifiques. C'est un peu Anéhor, c'est le Grand Lomé, c'est Tchévier. Et puis, il y a la carte des zones favorables au gouvernement, ce sont des zones rouges. Pour UNI et RPT, ce sont des zones rouges. Un peu, tous les milieux, la plupart des milieux sont considérés comme des milieux zones rouges parce que c'est des proximités. Quand leur référence, c'est Sylvanus Olympio. Leur référence, c'est Nicolas Gruniski. Leur référence, c'est Tavio Amorin. Leur référence, c'est Jean-Pierre Favre. Leur référence, eh bien, c'est Agbouibor. Leur référence, c'est Idem Kodjo. Tous ceux-là sont des oui. Qui est considéré comme des personnalités martyrisées par le père, puis par le fils. Et donc, c'est resté. C'est comme à Sokodé. Si vous êtes de Sokodé, on vous considère d'abord comme un opposant. Quel que soit votre statut, vous pouvez être un prêtre. Parce qu'il y a un mouvement qui est parti de Sokodé en 2017, le mouvement de Tipi Achadam,
qui a failli bouleverser l'ensemble du système politique togolais. J'étais au Togo en ce moment, je devais aller à Dapaon pour une formation, et arrivé à Sokodé, les populations ont brûlé la poste, ils ont brûlé le commissariat, et ils ont brûlé le pont sur lequel nous devons passer pour aller à Dapaon. Donc c'est la police qui a fini par nous conduire sur instruction du ministre de la Sécurité pour passer par des contournements. À un moment donné, il y a une stratification politique. On ne veut pas savoir si tu es intellectuel ou pas. Quand vous dites « je suis de Sokodé », à 90%, premier réflexe, vous êtes opposant. On verra le reste après. Et c'est comme ça, dans leur tête. Mais eux aussi ne s'en cachent pas. Ils sont capables, même à l'ombre, d'insulter fort à qui veut l'entendre. Ils ne s'en cachent pas. Et donc, le pouvoir togolais considère que Sokodé, c'est une zone, pas rouge, mais une zone noire. Alors, naturellement, la première institution, c'est l'exécutif. J'ai peut-être manqué de le préciser, je le ferai dès que j'aurai l'occasion. Est-ce que la communication au Bénin, au Togo, ou les communications au Bénin sont libres? Il n'y a aucune liberté à partir du moment où nous parlons de communication. La communication est pipée. Pipée. Ça veut dire quoi? Il y a toujours une intention derrière une communication. Nous pouvons faire de l'information. Et à l'Assemblée nationale, l'information est plus, ce que nous appelons en journalisme du factuel. C'est des faits actuels, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes en train, le professeur Avou est membre du jury de soutenance ici, c'est un fait immuable. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Mais lorsqu'il s'agit de l'information parlementaire, je lui donne la forme qu'il faut pour préserver l'image et la notoriété de l'institution. Lorsqu'on dit par exemple, vous avez suivi cette affaire du député qui a mangé de l'arachide à l'hémicycle. Je ne veux pas nommer le député, mais ça a fait des vagues. C'est une petite image, mais qui a eu de nettes répercussions sur l'ensemble des députés. Parce que la dame qui n'est pas allée à l'école, qui a vu les images de la télé, dit, mais ils ne font rien, ils vont manger l'arachide là-bas. Il y a cette contestation parlementaire dont l'honorable Tijani Sepos était au centre, les députés tam-tameurs, ou les députés pour empêcher la tenue d'une séance qui allait contre l'opposition, pour empêcher le président Nago d'évoluer. On commençait par faire de brise, on commençait par taper les tables, et ça a fait grand bruit. Alors, si de ma position, si je devais faire passer cette information en tant que structure de communication du président Nago, je le place dans le sens que ces députés sont des empêcheurs de tourner en rond. Ce sont eux qui nous empêchent de travailler. Mais si la présidente du Parlement, la présidence était gardée par ceux-là qui tapaient, la communication sera tout autre. Et il y a ce qu'on appelle des séances de recadrage avec les journalistes. Ce n'est pas un secret professionnel. Lorsque je suis en communication, je vous dis ce que je veux avoir au bout du fil. Et je dois avoir le résultat et vous êtes apprécié sur le résultat. Et c'est un domaine de professionnel. Donc, ce n'est pas libre. À partir du moment où une information, on nous a appris à l'école, et surtout en communication politique, que à partir du moment où une autorité politique met sa signature sur un document, c'est que le document devient suspect. Parce qu'il a un intérêt qui est caché derrière. Et c'est de la prudence, parfois. Généralement, vous avez des cas, j'ai évoqué un certain nombre de cas à l'intérieur. Au Togo, vous ne pouvez plus être député si vous n'avez pas le baccalauréat. Au Bénin, ce n'est pas le cas. Il faut avoir 25 ans. Et ça déteint sur la productivité parlementaire ici. Nous avons vu, le professeur Bigou a vécu ça, des députés qui ont fait 8 ans, 12 ans et qui n'ont jamais dit bonjour à l'Assemblée nationale en français. Parce que la loi les autorise. Et ça me fait souvent rire, ça me faisait rire toutes les fois qu'on leur partage les documents, les polycopies du budget et qu'ils se permettaient à mettre des plis de papier entre les aisselles. Et parfois, ça fait réfléchir. Mais au bon moment, voyant cette faiblesse, l'Assemblée a autorisé
leur a permis d'avoir quelques ressources, quitte à installer des cabinets. Ça ne se fait pas. Malheureusement, ce ne sont pas des fonds séparés des émoluments des députés, donc ces fonds sont confondus. Quelques députés se permettaient d'avoir un cabinet. Il y en a, excusez-moi, qui ne sont pas au parfum à même de ces questions-là, d'élite, mais qui commentent des universitaires qui travaillent pour eux pour mieux comprendre. Parce qu'un budget, c'est de la complexité. Et vous ne pouvez pas prendre la parole à l'hémicycle, etc. Donc c'est une question. Au Niger, ils ont pu trouver une solution. Lorsque vous ne parlez pas français, l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité de prendre la parole pendant les plénières. L'Assemblée nationale met à votre disposition un cabinet d'interprétariat. Vous parlez à Oussa, le monsieur interprète au même moment pour tous les autres députés qui n'ont pas accès à cette langue. Et quand vous parlez, les deux députés interviennent aussi, eh bien, l'interprète se permet de transcrire oralement ce que les autres disent. Ça permet aux députés de se sentir à l'aise. Parce qu'il y a des débats pour lesquels les nôtres ici étaient obligés d'être absents, malgré eux, parce qu'ils étaient gênés. Maintenant, ça pose un problème. Pourquoi des personnes qui n'ont pas accès à l'agencement de l'ABC français sont élues? Et c'est le problème que le professeur Biobigou posait. C'est un problème d'importance de l'autorité sur le terrain. Il y en a, pour la plupart, ils avaient beaucoup de sous. J'évoque deux noms. Madame Justine Chaudaton. C'est la présidente des vendeuses de paille. Elle est multimillionnaire. Elle est décédée. Et le cas Aloukou. C'est un contrebandier de grand chemin, connu, et donc toutes les fois. Et ils sont capables de financer à eux seuls tout ce qui est logistique pour une campagne dans l'inscription électorale. On ne fait pas recours au président. Et toutes les fois, ils sont élus. Et ils ont fait 3 législatures. Aloukou a fait 3 législatures à l'Assemblée nationale. De façon inamovible. Et il était influent dans le parti. Parce que lorsqu'on parle de moyens, mais il les sort, sans compter. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien terminées, parce qu'il voulait continuer quand le parti a dit non stop, et il a dû quitter. Et depuis ce temps, il n'est plus jamais revenu. Alors, ce sont des questions d'importance. On peut, ces moyens-là existent. On peut permettre à ceux... À partir du moment où le code électoral n'a pas dit, eh bien, monsieur, si vous devez avoir le baccalauréat avant de venir, le BPC pour venir ici, on ne peut pas empêcher quelqu'un. Nous avons un cas là, en instance, il est là. Le député Sori est là. Je crois bien, je prononce bien le nom. Le député de Bassi, là, il est là. Mais c'est un homme d'influence. Il a quelques problèmes de proximité avec le français, mais ça, il est populaire. Il est très populaire. Et j'ai vu, à la veille, quand il boudait à l'Alliance ABT, j'ai vu des responsables qui lui ont demandé pardon. De toute façon, on savait que s'il partait, il allait partir avec le poste. Et ça n'a pas manqué. Voilà, donc ce sont des questions. C'est une question qu'il faut... Et soit nous renforçons le règlement intérieur, le code électoral, nous disons, maintenant, puisque ça agit totalement. Et il y a un effort à faire pour les législatures à venir, c'est qu'il faut que l'Assemblée prenne la responsabilité de former systématiquement tous les députés qui viennent à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai compris, lorsque vous venez pour la première fois, vous faites 4 ans, vous n'êtes pas toujours bon pour intervenir sur des questions importantes. Vous apprenez. Si vous forcez, vous vous cassez la gueule tout de suite. Et quand vous cassez la gueule 1 fois, 2 fois, dans 3 interventions, eh bien, les médias ne vous considèrent plus. Donc, vous vous forgez, vous vous formez. Il y a quelques exceptions. 2 exceptions. C'est le cas du député Mitokbe et le député Agonkan. Mais cela s'explique. Ce sont des jeunes qui n'ont pas appris à prendre le contact avec le public à l'Assemblée nationale. Ils ont été d'abord responsables d'étudiants. L'honorable Agonkan a été président du bureau de l'identité, en tout cas secrétaire général, je crois, et Guy Mitokbe, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Donc, prendre la parole devant la foule haranguée, ils étaient habitués. Donc, une fois arrivés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas mis 2 mois. Et puis, bon, ce sont des jeunes intellectuels, donc ils n'ont pas mis 2 mois pour prendre le pas.
Il y a le cas de Hassan Seyboussi à la 3e législature, mais il y a aussi que lorsque vous êtes enseignant et que vous venez à l'Assemblée nationale, vous n'avez aucun problème pour prendre la parole. Et la plupart des personnes qui ont fait la notoriété communication de l'Assemblée nationale, en dehors de quelques cas de Candide Azanaï et de Eric Kounete, qui sont des communicants, qui ont une capacité de communication exceptionnelle, les autres qui ont harangué, qui ont refait l'image de l'Assemblée nationale sont des enseignants. Comme le président Emmanuel Tiando à la 3e législature. Comme le professeur Biobigou, comme les autres qui étaient, comme Guy Amélie Adjanaou. Ce sont des professeurs, donc ils n'ont pas peur de la foule. Bon, il faut les former, il faut former les députés à prendre la parole. C'est une mission. J'ai compris, et ça n'a pas raté à cette 8e législature. Ce n'est pas parce que je suis grand intellectuel. Je suis venu de la France que je suis un bon communicateur. Ça a trompé beaucoup. Parce que beaucoup pensent que j'ai un doctorat, j'ai un master, donc je prends la parole. Non, ça n'a pas marché. Donc c'est une obligation. Ça fait partie de refaçonnage de toute l'image du Parlement. Est-ce que les parlementaires sont élus, nommés ou votés? Les tests disent au Bénin que les parlementaires sont élus. Donc je m'en arrête là, monsieur le professeur. Quelle est l'importance des organes législatifs en Afrique? Il n'y a pas de démocratie sans parlement et il n'y aura pas de parlement sans démocratie. J'ai retenu une définition simple. Le parlement est le lieu de détermination des normes démocratiques. C'est le lieu de fixation des normes démocratiques. Le parlement est si important que, aussi bien au Togo, au Bénin, il intervient même dans la vie des autres institutions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle, le bureau du parlement doit désigner 4 sur 7. À la RAC, 3 sur 9. Ils doivent désigner, même à la Sénat aujourd'hui, ils désignent. Donc, le Parlement est transversal dans ces positions-là. Imaginez qu'il n'y ait pas de Parlement au Bénin. C'est vrai que les débats qui ont eu cours après les élections de 2019 s'interprètent selon les positions. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de Parlement au Bénin. On n'aurait pas les autres institutions auraient pris un coup. Je pense que les acteurs politiques ont les moyens de se concerter sur des questions de divergence, qui plus est sur une question concernant la vie de notre nation, la seule que nous avons en partage. Alors, en quoi les enjeux de la communication ont impacté le développement de nos pays? Là, c'est une question plus large. Nous quittons le Parlement. Vous ne pouvez pas. La communication, c'est le problème du 21e siècle. Si vous n'êtes pas à même de la communication, si vous ne maîtrisez pas les facteurs principaux de la communication, vous ne pouvez réussir en rien. Que vous soyez politique, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans le social, vous ne maîtrisez pas. Je vous donne un seul cas. Le cas de Martin Assogba Alcré. C'est un homme qui a été forgé par les médias. Il est perspicace, il parle beaucoup, excusez-moi, mais c'est un produit des médias. Et il sait, j'étais à 60 km de Cotonou, en position sur une radio. Je l'ai appelé. Mon invité a dit qu'il ne venait pas à 7 h. Je l'ai appelé à 7 h et à 10 h. Il a quitté Calavi, il était à Rada. Il ne rate aucune occasion pour parler sur les médias. Et lorsque vous êtes politique, c'est vrai que le politique ne parle pas toutes les fois, mais le politique doit parler toutes les fois que c'est utile. Sinon, les événements politiques vous montent dessus et ça devient une charge que vous ne pouvez pas surmonter. Alors, dans un système comme le nôtre, nous sommes dans un régime présidentiel. Et dans un régime présidentiel, je ne vous apprends rien que le président est trop fort. Le président de la République peut décider de finir avec un individu pour toujours, quel qu'il soit. Et ça fait que certains hommes politiques qui sont à l'Assemblée, ou même qui ont des casseroles, n'ont pas toujours des positions rectilignes. À partir du moment où on vous montre vos ardoises, lorsque le président de la République vous appelle et vous tempêtiez ou vous allez contre lui et vous invite seul à seul, il dit, mais il ne vous dit rien, il vous remet le dossier. Il vous dit de lire, vous avez lu. Il vous dit de partir. Vous allez faire quoi?
vous n'avez pas le choix que de rentrer dans les rangs. Parce que, eh bien, le fossé derrière est grand. Soit vous retournez derrière, vous tombez dans le fossé, et vous allez devant, vous allez en prison. Ou vous allez en prison. C'est un choix à faire. Et puis, arrêter un député, c'est rien du tout. Il suffit d'établir le flagrant délit. C'est rien du tout. Si on vous dit que vous avez escaladé un mur, c'est du flagrant délit. Alors, une dernière question. Ah, le professeur demandait, par rapport au comportement des populations, est-ce qu'il n'y a pas une rationalité? Oui, c'est de la rationalité. Aussi bien pour le politique, le parlementaire, que pour les députés, parce que vous me demandez un service et je vous demande un service. Et donc, nous sommes bien sur le marché. Merci, monsieur le professeur. Merci à vous.